À notre émission de la semaine, mettons le cap vers le journalisme. Nous recevons un journaliste connu sur le continent africain. Il a travaillé avec nous ici à Montréal pendant de nombreuses années. Jean-Pierre Esso était chroniqueur à l'émission à l'époque Afromonde. Il est avec nous ce soir. Nous parlons évidemment de son expérience et nous parlons évidemment du domaine journalistique, plus particulièrement dans le domaine du sport, où vraiment là, le sport est devenu absolument très populaire dans le continent. On parle beaucoup plus de football ici, donc de soccer. En deuxième partie de cette émission, Madame, Messieurs, nous recevons Madame Sepopo. Madame Sepopo, qui est donc la responsable qui s'occupe de la programmation du Festival international Nuit d'Afrique. Donc, on vous parle aujourd'hui même de la 37e édition du Festival international Nuit d'Afrique de Montréal, qui aura lieu donc du 11 au 23 juillet 2023. Et il y aura également avec le concert d'ouverture donc de Madame Angélique Kidjo. Alors, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. C'est encore une fois un grand plaisir, Madame, Messieurs, d'être avec vous aujourd'hui. En deuxième partie de cette émission, nous recevons Monsieur Jean-Pierre Esso. Jean-Pierre Esso, que certains parmi vous connaissent déjà. Je parle ici surtout de la diaspora camerounaise, mais et africaine aussi, puisqu'il a travaillé avec nous ici à Montréal pendant de très nombreuses années. Bonjour, comment ça va? Henri, bonjour et merci de nous recevoir à cette émission. Jean-Pierre Esso, c'est un plaisir, c'est un honneur encore une fois que de vous avoir, mon cher. Après toutes ces nombreuses années, dites-moi, qu'êtes-vous devenu? Je suis parti de Montréal en 96 et je suis un peu, je ne dirais pas le tour du monde, mais je suis allé travailler en Côte d'Ivoire. Comme je faisais déjà de la radio à Montréal, j'avais travaillé sur Radio Centre-Ville et tout. J'ai fait la même chose, l'animation sur Radio Nostalgie à Abidjan. Mais quelques mois après, j'ai commencé un travail que je n'avais jamais fait avant, c'est-à-dire travailler en agence de publicité. Voilà, j'étais donc... j'ai appris sur le tas, en fait, de ce travail-là. Et bon, c'était intéressant de faire des affiches, faire des campagnes à la télé ou sur le terrain, à la radio, pour des entreprises qui nous faisaient des commandes et tout. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et je suis reparti de la Côte d'Ivoire en 2001, au moment où il y avait les coups d'État et la guerre commençaient en Côte d'Ivoire. C'était un peu difficile. Et moi, ma vie changeait aussi. J'allais avoir un enfant. Donc, je suis parti assister à sa naissance en France. Et quand je suis allé, je suis resté. Voilà. La vie de journaliste, c'est quelque chose. Hein. Mais dites-moi, vous avez fait vos études ici à Montréal dans le domaine des médias, n'est-ce pas? Oui, j'ai fait des études de communication à l'UQAM. Mais c'est pour ça aussi que j'ai fait de la radio donc à Montréal, ici, à Abidjan et tout. Bon, la parenthèse chef de publicité en agence, c'était vraiment, on peut dire, un accident. Les accidents dans la vie, il y en a toujours. Mais c'était une expérience intéressante. Mais j'ai recommencé le journalisme après être rentré en France. J'ai commencé donc avec le boom de l'Internet. J'ai commencé à travailler donc sur des sites Internet de football, ce qu'on appelle soccer en Amérique du Nord. Et un site qui s'appelait CamFoot, qui existe toujours, Cameroun Football, au moment où la Coupe d'Afrique des Nations de 2002 allait commencer au Mali, donc avec des amis de Montréal justement, avec qui j'avais gardé contact. On a créé ce site internet-là, on a commencé à écrire des articles sur l'équipe du Cameroun qui devait défendre son titre au Mali à la Coupe d'Afrique, puisqu'il avait gagné déjà en 2000 au Nigeria. Et il se trouve que le Cameroun a fait une très belle Coupe d'Afrique. Elle a gagné de nouveau ce trophée contre le Sénégal en finale. Et nous, le fait d'être le seul site camerounais qui existait à l'époque, qui parlait de foot, et surtout de l'équipe africaine, camerounaise de foot, c'était une très belle expérience. Et voilà, c'est comme ça que je me suis remis donc dans le bain. Mais cette fois, une autre façon de faire, parce que quand moi j'étudiais à Montréal, on n'écrivait pas encore pour Internet, on écrivait pour la presse écrite. Et c'était les débuts d'Internet. Et là, il a fallu apprendre à écrire pour un site Internet, c'est-à-dire des textes un peu plus concis, un peu plus aérés, mettre des photos, toutes ces choses-là. Voilà. Je vous écoute parler, beaucoup de choses me traversent la tête. Vous m'avez posé cette question avant cette interview. Moi, je ne cache rien. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Je n'ai pas préparé tout ça. Vous êtes un journaliste. Il y a beaucoup d'éléments là qui me ressortent dans la tête. Un,
comme Africain, membre de la diaspora africaine qui avait vécu ici à Montréal et qui a étudié ici à Montréal pendant de très nombreuses années, vous avez non seulement étudié, mais vous avez travaillé aussi. Oui. Donc, vous connaissez quand même le marché, vous connaissez la psychologie des gens ici. Vous êtes retourné sur le continent, peut-être pas chez vous, dans votre pays d'origine, qui est le Cameroun, mais dans d'autres pays, disons comme tel. J'ai envie de vous poser cette question. Qu'avez-vous trouvé dans ce continent? Quand on vit à l'étranger, au début, on est en contact avec nos pays. On garde contact quelque part. Mais graduellement, au fil des ans, qu'on le veuille ou non, les images s'effacent, même si on suit l'actualité. Mais on est ici, on est avalé par la vie d'ici. Après de nombreuses années, vous êtes rentré. Avez-vous eu un choc? Oui, forcément, on a un choc culturel. On a un choc culturel parce que... Pourquoi? Vous êtes africain. Je suis africain, mais le fait d'aller vivre au Canada, forcément, la vie n'est plus pareille qu'en Afrique. Donc forcément, on a des petits codes qui font que, voilà, on est... Comme on dit, si veut pas, on est intégré, on s'intègre. Et forcément, quand on rentre chez nous, il y a des choses que les gens font qu'on va trouver différentes. Et les gens vont aussi trouver différents. On va dire, mais toi, tu te prends pour qui? Parce que tu es allé là-bas, tu penses que tu es différent, mais tu es forcément différent parce que... on vous a demandé, on vous a demandé carrément. Forcément, parce que je pense que tout le monde, partout où on vit, on est le produit de son environnement. Eux, ils sont le produit de leur environnement parce qu'ils sont en Afrique là-bas, ils ont une façon de fonctionner. Et vous, même si vous êtes d'origine de là-bas, quand vous allez vivre ailleurs, si quelqu'un va vivre en Russie pendant 4, 5, 6 ans, forcément, il va plus ou moins fonctionner comme un Russe ou comme un, je sais pas moi, un Argentin ou n'importe quel pays où il va, même si on garde quand même notre africanité. Donc vous, on vous percevait quelque part comme un Canadien, quelque part. Oui, parce que forcément, ça faisait un moment que j'étais parti et donc forcément, j'étais un peu différent. Déjà, même au niveau des médias, j'ai fait par exemple, quand j'étais ici à l'UQAM, je partais en vacances au Cameroun pendant mes études. Je partais faire des stages à la CRTV, la Cameroun Radio and Television, à Douala au Cameroun. Et j'ai travaillé par exemple dans la rédaction de la CRTV Douala tout l'été 93. Un mois à la station provinciale et un autre mois à la radio FM qui était lié à ce poste régional-là. Parfois, avec les collègues, c'était pas facile parce que, bon, par exemple, on fait une conférence de rédaction, on dit, bon, comment était le journal d'hier qu'on a fait, le journal radio qu'on a fait hier et tout, on parle, et puis on dit de faire, comme on peut dire, une autocritique. Oui, bien sûr. Et moi, quand je fais l'autocritique, forcément, ce que moi j'ai entendu, je dirais que ça, moi j'ai aimé ceci ou cela, ou alors on aurait pu faire ceci différemment. Oui. Parce que, voilà, parce que moi j'étais en pleine dans les études de communication, il y avait une façon de travailler à Montréal qui faisait que, voilà, on disait on fait comme ci, on fait comme ça, on fait comme ça. Et si forcément les gens font les choses de façon approximative, moi j'étais, on peut dire naïf, ou pas naïf, mais voilà, je disais là, comme je le voyais, ou comme je l'avais entendu, oui, on aurait pu faire cet élément comme ci ou comme ça. Et la personne sur qui vous avez parlé de l'élément, telle personne, il vient vous dire après que, mais... Pour qui te prends-tu, toi? Tu n'es pas venu pour moi, là, rentre dans ton Canada, laisse-moi tranquille. Alors que pour moi, c'était juste pour faire avancer le travail. Parce que ici, les gens sont quand même plus, les choses sont plus, je peux dire directes, en tout cas au niveau des études et du travail, les choses sont plus carrées. Donc forcément, je disais, comme moi je le voyais à l'école, et puis on m'a dit que j'avais pas intérêt à le faire. D'accord. Dites-moi, voilà. De là, ma deuxième question ici, on a tous suivi, on voit tous depuis de très nombreuses années les journalistes en danger. On entend beaucoup parler en fait de cela. Le journaliste est là simplement pour informer la population, du moins objectivement. Il n'est pas là pour faire son commentaire, mais surtout pour décrire une situation, présenter telle qu'il le voit, tout simplement. Mais certains sont victimes. Certains sont considérés comme des personnes qui faussent l'information ou qui sont carrément dangereux. Vous, qu'est-ce que vous dites de cela, de par votre expérience sur le terrain? Je dirais que parfois, ce que je peux dire, c'est que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Parce qu'on peut se retrouver sur le terrain en train de faire un reportage. Comme moi, j'ai travaillé dans le foot, soccer, suivre une équipe de foot et tout. On peut voir des choses qui se passent autour de l'équipe. Et on se dit, est-ce que, parce que j'ai vu, je dois forcément aller en parler publiquement? Est-ce que je dois aller l'écrire? Est-ce que je dois aller, voilà, en faire un compte rendu? Est-ce que, si je ne le fais pas, est-ce que ça va changer
leur façon de jouer ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est si important que ça? C'est à nous de faire des choix. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet et tout, les gens veulent les scoops, ils veulent être les premiers à dire que oui, moi je suis au courant de ceci ou cela, je veux avoir l'exclusivité et tout, mais est-ce que le fait de vouloir l'exclusivité, c'est pas un peu dangereux parfois? Il y a des journalistes sportifs qui ont été écartés parce qu'ils ont été autour d'une équipe et ils ont vu certaines choses, ils en ont parlé, ils ont parlé de ça et tout, et puis forcément, ça peut ne pas plaire aux dirigeants de l'équipe ou alors aux joueurs, et qui demandent peut-être de vous faire partir de l'environnement de l'équipe. Bon, ils peuvent demander ça? Ils peuvent demander parce que, ça? voilà, vous dérangez leur tranquillité, ou alors vous donnez une information qui va peut-être être mal ressentie au pays si par exemple l'équipe est en compétition, et quelque chose peut se passer bon, disons, pas illégal, mais quelque chose, il peut y avoir des choses qui se passent, mais qu'on peut ne pas forcément parler parce que ça n'influe pas peut-être sur le jeu. Et c'est peut-être des choses, je ne sais pas, un peu triviales, je dirais. Et c'est parfois, moi j'ai pris le choix parfois de ne pas raconter des choses que j'ai vues autour des équipes. Et je me dis, parfois ça peut être pour sa propre sécurité, ça peut être aussi pour... même sa longévité autour de l'équipe, parce qu'après, on peut vous blacklister, on peut décider de ne plus vous donner l'accréditation d'être autour de cette équipe. Est-ce qu'on a envie de ça? Parce que je veux l'exclusivité, puis au prochain tournoi, au prochain rassemblement, on ne m'appelle plus. Ou on ne me donne pas un badge. Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que cette information est si importante que ça? Est-ce que je dois forcément suivre les canons de journalisme? Mais j'ai vu à mon stage, comme je disais tout à l'heure, qu'il ne faut pas toujours tout dire, parce que voilà. Donc il faut essayer de faire sa propre... pas autocritique, mais au moins faire la balance et puis se dire ça je peux le dire, ça je peux ne pas le dire, parce que c'est pas si important. Est-ce qu'on dit toujours la vérité? Non, on ne dit pas toujours la vérité. Pourquoi? Mais parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, comme j'ai dit tout à l'heure. On n'est pas obligé de tout dire. Et c'est pas parce que tu ne dis pas cette partie de la vérité que la Terre va s'arrêter de tourner. Voilà. Donc on peut dire certaines choses et puis on peut ne pas dire d'autres, mais ça ne va pas changer grand-chose. Il y a des gens qui ont dit la vérité et puis après, voilà, comme tu as parlé tout à l'heure des journalistes en danger, il leur est arrivé des choses. Est-ce qu'on a envie forcément de ça? Il faut aussi mettre ça dans sa tête. Parce que l'histoire est remplie de journalistes qui étaient des fers de lance de la vérité, du plus beau reportage, du vrai reportage véridique et tout. Et puis, ça s'est mal passé après. Donc. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Est-ce que c'est dangereux d'être journaliste chez le continent africain? Je ne veux pas généraliser. Je ne peux pas savoir vraiment. Moi, je n'ai pas vraiment longtemps exercé en tant que journaliste en Afrique. Ce que vous avez entendu des collègues et autres. Mais on voit les choses, je veux dire, on lit l'actualité, on voit ce qui se passe. Mais forcément, et puis je ne pense pas que c'est qu'en Afrique, même en Europe ou en Amérique, il peut y avoir des journalistes qui sont en danger parce que... Même en Amérique. Même en Amérique, on a vu ce qui s'est passé avec... encore que... à l'époque de Nixon, les journalistes, ils avaient dit des choses qui avaient contraint le président de l'époque à démissionner. Le Watergate, la fameuse crise du Watergate, oui. Mais je pense que partout, même dans les pays dits démocratie, un journaliste peut être en danger. Parce qu'il peut embêter une multinationale ou un député ou je ne sais pas qui, et il peut arriver des choses. Donc voilà, c'est comme tous les métiers, il faut avoir un peu de bon sens, un peu de jugeote. Et puis se dire que est-ce que si je fais ça, est-ce que je peux subir je vais supporter le retour, les conséquences. C'est quand même parler des autres, parler d'autrui. Oui, voilà. Il faut faire attention. Est-ce que nous, on a envie que si on est en mission quelque part et puis quelqu'un nous dit ah, j'ai vu tel avec une autre femme alors qu'on est marié, est-ce qu'on a envie que sa femme soit au courant? On n'a pas envie. Donc, il faut se mettre aussi à la place des gens. C'est un exemple, hein? Un exemple parmi tant d'autres. Ok, d'accord. Alors là, on va parler ici d'un autre sujet. Non pas parce que le sujet dont vous parlez ne m'intéresse pas, il est très intéressant, mais il y a aussi le sport en Afrique, puisque vous nous en parlez, la place du sport comme tel. On a remarqué que de nombreux jeunes Africains, aujourd'hui, ce n'est plus comme à l'époque où on jouait tout bonnement dans des terrains, là on n'a pas de projet, on n'a pas de rêve, on fait ça parce qu'on aime ça, on est passionné, là on passe malgré la chaleur, on l'a tous fait. Mais aujourd'hui, certains jeunes ont constaté que ce que l'on qualifiait comme jeu, dont les parents disaient allez rentre à la maison, tout ça, ce jeu-là peut changer ta vie.
ce jeu-là peut faire de toi une étoile, toute une personne. Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous avez vu ça, vous, sur le terrain? Forcément, je veux dire, il y a une trentaine, quarantaine d'années, les parents en Afrique, il n'y a pas beaucoup qui aimaient laisser leurs enfants aller jouer au foot dans la rue avec les amis, parce qu'on se disait, ceux qui jouent au foot dehors, c'est les enfants qui n'aiment pas étudier, qui vont passer tout le temps à jouer et qui ne sont pas dans les cahiers. Donc forcément, les parents qui se disaient responsables, qui voulaient que leur enfant évolue dans la vie plus tard, ils préféraient qu'ils aillent à l'école plutôt que de jouer. Ceux qui jouaient au foot, en général, même qui ont réussi au foot dans ces époques-là, ils n'avaient pas forcément un très haut niveau scolaire. Donc, ils s'arrêtaient à un certain niveau. Ils allaient jouer au foot parce que ça prenait tout leur temps. Après, ils partaient pour certains en Europe et puis ils faisaient des belles carrières. Ils avaient gagné de l'argent. Mais c'était quand même considéré comme un sport des enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont des voyous, des bandits, des choses comme ça. Après, avec l'avènement du foot business, je dirais, où maintenant ça gagne beaucoup d'argent, les transferts et tout ça qui sont à coût des millions d'euros ou de dollars, ben forcément, tout le monde se dit, ah tiens, mais mon enfant pourrait être comme le futur Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a joué au FC Barcelone, il a joué à l'Inter de Milan, il a gagné les Ligue des Champions, etc. On se dit, mais pourquoi mon enfant ne pourrait pas être comme lui, comme Samuel Eto'o, et gagner aussi de l'argent? Et puis nous, la famille, on serait heureux, on construirait des maisons, on aurait une meilleure vie. Et du coup, les gens commencent à encourager les enfants à commencer à jouer un peu plus tôt. Certains même pourraient vendre des biens pour que l'enfant puisse peut-être aller faire un test en Europe quelque part. Ça arrive, mais tout le monde ne réussira pas forcément. Et ça arrive. Et alors que bon, c'est un peu comme dans tout, c'est-à-dire tous ceux qui vont commencer au départ ne vont pas tous arriver sur la ligne d'arrivée. Donc pour peut-être quoi, pour 1000 ou une centaine de gens qui commencent au début, il y a peut-être quoi, 10 qui vont réussir, qui vont devenir professionnels, et les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent quand à un moment donné, ils sont peut-être moins bons, ou ça ne va pas, ils ont des blessures qui font ils font quoi s'ils n'ont pas étudié? Dites-moi. Ils vont vivre comment? Ma question vous paraîtra peut-être donc stupide, mais je me mets toujours dans la peau d'une personne qui est, disons, chez elle, des jeunes qui adorent le soccer. Ici, c'est carrément le soccer. Avant, ce n'était pas très, très populaire. Maintenant, ça l'est de plus en plus. Nous, ce qu'on appelle le football, eux, ils appellent ça le soccer ici. De nombreux jeunes qui jouent au soccer, les parents, maintenant, les encouragent, accompagnent, disons, leurs enfants. Dites-moi, est-ce que c'est un sport difficile? Est-ce que c'est vraiment difficile? Est-ce que tout le monde peut espérer un jour arriver au sommet? Mais non, tout le monde ne peut pas. Sur 100 personnes, Pourquoi? il y a peut-être 10 si moi je veux, je m'efforce, je m'entraîne comme il faut, mais je le suis foot, tout. c'est pas simplement le talent. Il y a aussi une grosse part de chance. Une grosse part de chance. Il y a des joueurs qui vont sortir d'Afrique et ils vont arriver en Europe, ils vont entrer dans un top club directement dès l'arrivée. Et d'autres qui vont aller peut-être jouer en Thaïlande d'abord, peut-être en Uruguay, ils vont se balader en Turquie, tout ça, avant de... S'ils ont un petit talent ou un entraîneur qui les remarque, il va dire, bon, viens jouer dans un club moyen ou un club des top 5 championnats d'Europe et tout ça. Mais il y en a, il y a le talent, certes, on peut être fort, on peut s'entraîner, on peut avoir tout son bon cardio et tout, mais parfois il y a aussi le facteur chance. Un entraîneur peut vous voir et puis vous jouez bien, mais il ne vous aime pas, il préfère l'autre. Il peut dire que l'autre, ou on m'a recommandé l'autre et pas toi. Moi, je te connais pas, tout simplement. Oui, parce qu'on m'a recommandé celui-là et pas toi. Donc il peut dire que tu as du talent peut-être, mais moi, on m'a recommandé celui-là, je le prends. Et puis tu peux rater ta chance comme ça, et puis après un jour, après ça ne marche plus jamais. Donc il n'y a pas que le talent ne suffit pas dans le foot. Ça ne suffit pas. Jean-Pierre Esso, avant de vous laisser partir, vous m'avez demandé de quoi on va parler aujourd'hui. On a parlé du sport. Mais on a la chance d'avoir un journaliste qui nous débarque, madame, monsieur. Il vit en Europe, monsieur Esso, vit à Lille depuis déjà quelques années avec en fait sa famille. J'ai envie de vous demander, mais au fait, comment ça va sur le continent européen? Nous, quand nous regardons la télévision, on voit que des gens qui manifestent continuellement. On ne sent pas la fumée de la cigarette, mais on voit les gens qui manifestent continuellement. Bon, on se demande, mais qu'est-ce que c'est les combats sociaux et tout ça qui font que voilà, les gens manifestent, les gens veulent revendiquent leurs droits. Les gens, dans toutes les sociétés, les gens ont des droits. Et puis en France particulièrement, les gens revendiquent peut-être un peu plus qu'ici. Ici, la retraite, 65 ans. Là-bas, ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas entendre parler. Non, pas du tout. Et ça fait un moment déjà que les gens manifestent contre ça. Et bon, on verra ce que ça va donner. Mais oui, mais enfin, il y a les avantages des deux côtés. Oui. Le Canada a ses avantages. Moi, j'ai vécu 7 ans ici. Je connais le pays, enfin, de l'époque, là. Il y a certaines choses qui sont... La qualité de vie est bien et tout.
Mais il y a aussi certains avantages sociaux en France qui font qu'on se dit, wow, ok, bon, ben, je travaille, ma santé est prise en charge, tout ça, ainsi de suite. Des choses comme ça qui font que voilà, c'est aussi bien, mais les gens sont un peu plus regardants, je veux dire, peut-être sur leurs droits et qu'ils ne se laissent pas faire. Ils ne veulent pas avoir travaillé autant avant d'aller à la retraite. La retraite, bon, parfois les gens prennent ça pour... c'est compliqué. Il y a des gens qui vivent... Moi, j'ai lu beaucoup de choses sur Internet par rapport aux retraites. Il y a des gens qui vivent très mal, qui ont habitué, ils ont travaillé peut-être 40 ans de leur vie ou 50 ans. Et le jour où ils arrêtent de travailler, pour eux, la vie s'arrête. Ils n'ont plus de collègues, ils n'ont plus de vie. Ils ont l'impression que la vie s'est arrêtée. Et alors, et parfois, ceux qui vont à la retraite... J'ai lu souvent des choses qui disaient des gens qui meurent dans l'année qui suit leur retraite. Parce qu'ils n'arrivent pas à... Parce que tout s'arrête, quoi, c'est ça? Parce que tout s'arrête. Et d'autres qui préfèrent donc que ça s'arrête beaucoup plus tôt parce qu'ils se disent, je vais commencer ma nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Mais est-ce qu'il faut attendre de faire sa nouvelle vie quand on va en retraite ou alors il faut vivre sa vie pendant qu'on travaille? Il faut trouver l'équilibre. Est-ce que pendant qu'on travaille, on ne va pas en vacances, on économise parce que je vais construire ma maison, après je vais. Mais si on attend toujours que je vais faire ceci, quand j'aurai ceci, ben, quand j'aurai ma retraite, je vais faire ça. Mais non, fais-le pendant que tu travailles. Jean-Pierre Russo, dernière question, je vous laisse tranquille, en paix. Vous n'aimerez pas ma question. Que se passe-t-il avec le continent africain maintenant? On a remarqué qu'il y a des changements. Pour tout dire, on entend tous qu'on ne veut plus de la France. Pourtant, moi, je n'y crois pas. Les Français sont toujours aimés en Afrique. Mais on se pose cette question. Les dirigeants prennent certaines décisions. Il y a des changements, paraît-il, drastiques. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je n'en sais pas grand-chose parce que la politique ne m'intéresse pas réellement. Moi, dans mon journalisme, j'ai toujours fait du journalisme sportif pendant longtemps. C'est vrai, dans ma parenthèse à Vox Africa, j'ai préparé le journal, ensuite je l'ai même présenté. C'est la période de ma vie où j'ai vraiment suivi un peu ce qui se passe. Mais en général, ces choses-là, c'est vrai, je suis fait sciences politiques à Montréal, à l'UQAM. Mais la politique vraiment ne m'intéresse pas réellement. Je regarde les choses, j'entends les choses qui se passent. Voilà, il y a des choses qui se passent. En ce moment au Sénégal, ça bouge un peu. Les Sénégalais parlent, ils disent des choses dans d'autres pays aussi. Mais vraiment, moi, à mon travail le matin, je rentre le soir. Je ne m'occupe pas de ça. J'écoute ce qui se passe dans les derniers matchs de foot. C'est pas vraiment... Je ne prends pas le temps de la réflexion pour ça, en tout cas pour les choses de la politique française en Afrique. Vous préférez la vie, Jean-Pierre Russo préfère la vie. Je préfère la vie, la vie, voilà, je suis en voyage, je suis à Montréal en vacances, tout ça, je suis content, la vie est belle, et après je rentre pour mon travail. Mais ce que la France fait en Afrique ou ne fait pas en Afrique, franchement, pour l'instant, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas politicien, D'accord. Et Montréal, alors. Et Montréal, vous revenez là, vous retrouvez Montréal. Il y a des changements en dehors de son travaux? J'ai vu des travaux, j'ai vu, il y a beaucoup de rues piétonnes qui est un peu partout dans la ville. Ça m'a un peu déstabilisé. Mais dans l'ensemble, j'ai reconnu la ville. Ça fait 21 ans que je ne suis pas revenu. Et 21 ans 21 ans que je ne suis pas revenu à Montréal. Et ça fait plaisir quand même de retrouver la ville. Et j'étais animateur d'une émission radio aussi qui s'appelait Nuit Blanche, qui existe toujours sur Radio Centre-Ville. Oui. Les animateurs actuels m'ont donné le privilège d'animer l'émission ce soir avec eux à Radio Centre-Ville. Ça sera un plaisir de parler pour les petits jeunes qui écoutent l'émission aujourd'hui, qui ne m'ont pas connu, puisque je suis parti, ça fait très longtemps de Montréal. Oui. Bon, on parlera de la création de l'émission. Mais Nuit Blanche, de quoi parliez-vous exactement? On mettait de la musique, du R&B, du hip-hop et américain, et aussi de la musique en français, du rap en français. On avait une partie, la première demi-heure d'émission s'appelait En français s'il vous plaît. On mettait du rap français de France et aussi du rap du Québec qui commençait à émerger. Des jeunes Québécois, Haïtiens ou d'autres venaient à l'émission, ils chantaient et tout ça, on partageait. C'était que ça. Et puis on avait parfois des débats de société. Mais en général, c'était une émission musicale et qui existe toujours, qui est toujours en ondes de Radio Centre-Ville depuis 32 ans maintenant. Bien, Jean-Pierre Russo, merci beaucoup, merci infiniment d'avoir participé et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, ici Télévision, et merci à toi, Henri. Merci. Junior. Merci. Alors voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka.
Ne ratez surtout pas. Nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vais vous dire encore une fois bonjour. Merci de suivre cette émission qui met l'accent, tel qu'on l'a toujours souligné, sur les réalités africaines, ici même à Montréal. Et nous parlons également des questions d'actualité qui concernent Madame Tout-le-Monde. À l'émission, aujourd'hui, nous mettons le cap sur le Festival international Nuit d'Afrique. Depuis 87 déjà, j'en parlais ici avec une grande dame qui est avec nous. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Et vous? Oui, ça va très bien. C'est un honneur et un grand plaisir, encore une fois, que de vous avoir ici, même dans nos studios. Nous sommes habitués à aller vous voir souvent, mais là, c'est vous qui venez. Merci pour l'invitation. Nous parlons ici de la 40e édition du festival. Oui, 37e édition du festival. 37 ans 37 ans. déjà Oui, que Nuit tout à d'Afrique fait. existe. Exactement. L'idée initiale, c'était quoi? Faire la promotion des musiques africaines et créoles, musiques du Exactement, monde. faire la promotion des musiques du monde. Aussi bien, on fait le tour du monde. On passe aussi bien par l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, les Antilles, l'Amérique latine, et représenter toutes les communautés. Voilà. Avant de parler de la programmation, puisque vous êtes ici justement pour nous parler de la programmation de cette 37e édition, on sait que ça va être costaud. On sait aussi qu'il y aura des têtes d'affiche qui seront ici même à Montréal. Je vous laisse continuer. Alors, pour cette année, on aura une programmation en salle, une programmation extérieure, avec des artistes internationaux et des artistes locaux qui vont faire la promotion et fêter avec nous, la promotion du festival et fêter avec nous cet événement. J'ai entendu parler d'Angélique Kidjo. Angélique Kidjo fera le concert d'ouverture le 12 juillet à Montréal, au MTLUS. Ça fait quelques années qu'on ne l'a pas revue à Montréal et elle va nous présenter ses dernières créations. Pourquoi voilà. Angélique Kidjo? Parce qu'Angélique Kidjo, c'est quelqu'un qui représente aussi le continent, quelqu'un qui est ambassadrice aussi des musiques africaines, qui a collaboré avec nous, qui est ambassadrice également de l'UNICEF, qui fait beaucoup de collaborations avec les nouvelles générations. Donc c'est vraiment un mélange de ces deux générations aussi qu'on voudrait représenter grâce à ce concert d'ouverture. Dignity can save you or kill you. Dignity, I wanna hold on to you. Dignity can hurt you or heal you. Dignity, I wanna hold on to you. Where you there, yesterday, when the gunman shoot men down. No retreat, no surrender, if them push you, no fall down. Many come, many go, we know the sleep, we there for all. Come in peace, not in pieces. Oh yeah, yeah, yoga. Respect is reciprocal. Is reciprocal. Respect is reciprocal. My yoga. Oh, respect is reciprocal. Is reciprocal. Respect is reciprocal. So good. Where they disguise? I don't tire, oh. As I they look your eyes, they look your eyes. Giant of Africa, one will like be better, You promise me tomorrow. but nobody sees tomorrow. I don't tire, Tire for the lumber. I don't tire, To the light. I don't tire, Tire for the lumber. I don't tire. To the light. My yoga. Respect is reciprocal. Is reciprocal. Respect is reciprocal. My yoga. Respect is reciprocal. Is reciprocal. Respect is reciprocal. Where you there? Yesterday, when the gunman shoot men down. No retreat, no surrender. If them push you, no fall down. Many come, many go. We know the sleep, we there for all. Come in peace, not in pieces.
yes, oh yeah, yeah, yeah. The things of hope in humanity, the last frontier of our sanity. Spread your love to all equality, and plant the seeds of radical beauty. The wind will blow, the light will show, real beauty on the brand new. The wind will blow, the light will show, real beauty on the brand new. It will blow on the brand new. A clear away on the brand new. It will blow on the brand new. We'll get down on the brand new. With your hands raised, with your hands raised, with your hands raised, with your hands Chaque été, le public, le grand public montréalais et de partout d'ailleurs est invité à assister au festival qui a lieu quand même dans différents sites, entre autres. Vous avez eu quand même l'occasion, vous, de parler avec ces artistes-là, de parler aussi avec le public. Avez-vous senti réellement qu'il y a un intérêt de plus en plus poussé vers ce genre musical? Parce qu'à l'époque, on était ici un peu avant 87 et on se demandait toujours, mais c'est bizarre, nos musiques, c'est souvent chez nous, à la maison, mais quand on sort, on n'entend pas trop, on n'a pas l'impression que les gens connaissent. Mais aujourd'hui, vous qui êtes là, qui êtes en contact avec eux, vous avez vraiment senti cela? Avec le public, oui, il y a un intérêt, il y a toujours un intérêt, je pense, du public de découvrir les musiques du monde, les musiques qui ne sont pas forcément d'ici, de les apprécier ensemble. Il y a un côté très fédérateur et beaucoup de curiosité dans toutes les musiques qu'on partage avec les différents publics qui viennent au festival. Il y a parfois de la nostalgie parce que ça rappelle à certains des musiques qu'ils ont écoutées il y a quelque temps. Oui. Il y a des gens qui découvrent certains styles musicaux et qui vont de plus en plus s'y intéresser. Il y a vraiment de tout. Les gens sont vraiment avides et très contents de partager ces instants avec nous. Oui. Vous avez eu souvent cette occasion de parler avec de nombreux jeunes artistes, que ce soit africains ou d'autres, qui se dirigent vers ce style musical. Je parle ici des musiques du monde comme tel. On voit les festivals, ils sont là, ils brillent. Et le Club Balatou aussi encourage beaucoup d'artistes comme plateforme musicale, on les voit de temps en temps. Mais quand je parle avec certains artistes africains, autres, qui me disent, bah, écoutez, bon d'accord, les festivals, ça nous donne vraiment cette occasion d'être vus, que les gens nous suivent. Mais après, est-ce qu'on fait partie de cette collectivité artistique réellement? Est-ce que les gens achètent nos fameux disques? Est-ce que vous avez eu certaines réponses par rapport à ça? Alors oui, par rapport à cela, nous, on a également, on sort une compile pour donner aussi de la visibilité à tous les artistes programmés lors du festival. Et cette compilation permet vraiment aussi de brasser beaucoup de styles différents. Et par rapport à votre demande, oui, est-ce que vous pouvez me répéter la question exactement? Ouais. Ils ont cette impression, je ne dis pas tout le monde, mais certains ont cette impression que durant les festivals, ils vivent, on est en vie. Là, oui, on est en vie. Mais après les festivals... Oui, mais tout à fait, parce qu'en fait, c'est une collaboration qui se fait sur du long terme. Ce n'est pas juste une collaboration ponctuelle pour le festival. C'est des artistes qu'on a l'occasion de voir et de revoir au Club Balatou ou lors de nos différents projets à l'année, parce qu'on est un festival, mais aussi on a des projets à l'année où on travaille toute l'année. Ah, ok. Aussi bien pour le festival ou les concerts à l'année avec des artistes internationaux, des artistes locaux. On fait aussi une programmation dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Oui, on a différentes activités. Donc ces artistes, ce n'est pas une collaboration qui est faite juste pour un instant, pour un moment lors de l'été, mais c'est une collaboration sur du long terme. Les artistes qui se produisent par exemple au Balatou, au Club Balatou, peuvent se retrouver très bien sur la scène du festival et après rejouer ensuite lors des activités de Nuit d'Afrique à l'année. Donc on n'est pas là juste pour créer un événement, mais on est une famille et créer de l'ensemble et travailler sur de la durée en fait.
Je parle avec beaucoup de ces artistes m'appellent. Hein. Ils veulent avoir des informations. Et maintenant qu'on est sur YouTube, on a aussi des artistes qui sont sur le continent. Oui. Qui nous suivent sur YouTube et puis qui voient un petit peu ce qui se passe à Montréal et qui suivent beaucoup les activités du Nuit d'Afrique comme telles. Certains parmi eux, ou même ceux d'ici à Montréal, se demandent quels sont les critères. Qu'est-ce qu'on fait si on voudrait être vu éventuellement durant un festival à Montréal ici avec Nuit d'Afrique? Est-ce que ça prend quoi exactement? Ça prend de nous contacter. Ensuite, on se réunit avec un comité de programmation pour essayer de voir si la proposition artistique rentre dans le cadre de nos événements. Et par la suite de cela, on répond aux artistes pour leur demander si une collaboration est possible ou les rediriger vers les personnes qui pourraient mieux répondre à leurs demandes. Oui, alors je me mets à leur place. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils puissent fitter avec vos politiques? Nos politiques, c'est vraiment d'avoir une proposition artistique qui fait référence à la global music et d'avoir cette originalité et de couvrir le plus grand nombre de styles musicaux différents. Pour les artistes de Montréal, ici, certains m'ont écrit, ils me disaient, écoutez, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Est-ce qu'il faut-il commencer par faire des spectacles, être vu par en fait le grand public avant d'être remarqué ou même de pouvoir, comment dirais-je, avoir la possibilité de pouvoir rencontrer quelqu'un à Nuit d'Afrique? Alors je m'arrête ici. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Non, c'est pas compliqué. L'idéal, c'est vrai que ça serait de jouer lors de nos cabarets acoustiques également pour pouvoir, ça permet de développer son public, ça permet de nous rencontrer également, donc ça facilite aussi les relations et de voir la proposition artistique. Mais il est tout à fait possible d'envoyer juste un dossier. Juste un seul dossier avec un kit promotionnel, de la musique. Est-ce qu'on doit avoir déjà fait une vidéoclip ou un disque avant d'être reconnu à Nuit d'Afrique? C'est préférable. Pour pouvoir juger de la musique, c'est préférable d'avoir quand même un kit promotionnel, parce que sinon c'est compliqué de juger juste en se voyant. Oui, la présence. Donc il faut vraiment avoir un support matériel, un support promotionnel à proposer pour qu'on puisse évaluer la qualité musicale du projet. Durant le festival Nuit d'Afrique, je sais que c'est un grand événement, c'est un très gros événement. Vous avez aussi des spectacles à l'extérieur, à la place des spectacles dans le quartier des spectacles, mais vous avez aussi un genre de marché public. Alors, nous avons un marché, le marché de Tombouctou, qui est un marché qui propose à différents artisans de nous présenter leurs créations artisanales et proposer aux artistes, aux personnes, aux personnes venant, aux festivaliers, de voir les différents arts et les cultures, partager les cultures et acheter les propositions de nos artisans. Je vais rappeler ici à nos téléspectateurs, puisqu'on a cette chance de vous avoir ici, on a parlé de Madame Angélique Kidjo, qui sera de passage ici. Juste pour nous mettre un peu dans le bain, parmi les grands noms en dehors de Madame Angélique Kidjo, est-ce qu'il y a d'autres grands noms qu'on s'attend à voir durant le festival? Alors oui, nous avons d'autres grands noms. En salle, nous aurons par exemple Blik Bassi, qui est un artiste camerounais. Nous aurons Ginge, un groupe de musique arménienne. Nous aurons... De l'Arménie? Oui, alors c'est franco-arménien. Ok. Franco-arménien. Hola, hola.
sans la main. Hey, attends, oh la main, ni comme malais. Hey, attends, sentiment comme malais. Hey, attends, son bon diri pose malais. Hey, attends, mais nous me congi malais. Oh, la mer. Nano nier, me metama. So, la Attention, t'as vu, je suis pas trop dispo, non, non. Non, non. Si on se fait rare, c'est parce qu'on vise haut. Pendant que tu négocies sans eux pour faire de cette au bistrot. Ah. Miskin, bitch please, j'ai aucune allergie. Fais-moi le lait, le biscuit sur un plateau d'argent. Je les vois s'enrager. C'est vrai que c'est assez badant de nous voir si frais quand ils sont fadés fanés. Sûr pour mes forces, la nature, nos blessures nous façonnent, on avance, on assure. C'est pour les ratages, les galères, les foirages, les travers, tout ce qui te fait grandir quand tu regardes en arrière. Nouvelle livraison, toujours en avance tout au fil des saisons. Expert dans la dispersion, on esquive les gratteurs et les démangeaisons. Nous aurons également Delgrès, Oui. un groupe de Guadeloupe. Nous aurons Caleta et Superiomba Band, un groupe qui vient des États-Unis mais originaire du Nigeria et du Bénin. Nous aurons Juan Carmona, un artiste espagnol qui fait du flamenco. Donc, voilà, du flamenco. Flamenco. Oh là là, donc ça fait diversité quand même. Hein. Voilà, la musique du monde, ça rassemble vraiment tout. Oui. C'est les musiques du monde, elles rassemblent vraiment tout type de musique. En extérieur, nous aurons la grande Demi Alade, nous aurons Sona Jobarte, nous aurons un groupe de musique colombienne, traditionnelle colombienne, Beruko. Nous aurons également de Bongo Hop avec Nidia Gangora. Nous aurons Mewe. Mewe sera à Montréal aussi. Exactement, en retour de festival. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça. Hein? Côte d'Ivoire, oui, exactement. Okay. Donc voilà, et nous aurons également beaucoup d'artistes locaux qui nous sont chers et qui nous soutiennent tout au long de l'année. Dont Nax Bitota, j'ai vu son nom. Nax Bitota, oui, jouera en salle oui. Pour les Étoiles Nuit d'Afrique. Nous aurons également... En fait, je vois qu'il y a toute une panoplie d'artistes locaux de Montréal qui seront présents, ça c'est sûr, durant le festival. Laissez-moi pour vous aller. L'humanité, faut nous souffrir, nous arriver assis la terre, tout le monde capable.
Bon Dieu, fais-moi commander, qui j'en m'appelle fait pour continuer. Si mon nom m'a gardé moi, mais vous laissez-moi pour aller. Laissez-moi pour aller. I'm looking for my Johnny. Where is my Johnny? Johnny Mo. Do you know Johnny? Question. If I know see my Johnny, looking for my Johnny. I'm looking for my honey. You're telling me this, you're telling me that. I say this is not for me. Johnny do me conny. Johnny do me conny. He's doing me this, he's doing me that. But I know what's him on me. He go Canada, he go Tokyo. Yesterday he say he dey Morocco. He dance the sicko, he sing a willow. Na lie, na Pinocchio. This one na go be. Original go be. See me see wahala. Johnny leave me follow Cynthia, and I don't know what to do. And he talk say I no do like the way Cynthia they do. Johnny give Uche belle. He talk say he want marry nene. Walk him kedi paneme. Johnny Mo, Johnny Mo. Nous aurons toute une panoplie d'artistes locaux qui nous sont chers et qui nous soutiennent depuis le début, qui seront également avec nous. Pour clore cette interview, je sais que je vous fatigue. Mais non, absolument pas. S'il fallait qualifier ce festival, le Festival international Nuit d'Afrique de Montréal, est-ce qu'on parle ici d'explosion musicale africaine et world à Montréal, ou est-ce qu'on parle ici d'un Hiroshima musical? On parle d'un... C'est difficile à qualifier. Moi, je parle d'explosion musicale à Montréal. Oui, moi, je parle d'un mélange des cultures et d'un brassage et d'une harmonie et